Il y a combien de pays dans le monde en fait là? 753. 700? 7 millions. T'es malade, toi? Bon, non. Oubliez la question. Il y a combien de pays qui sont représentés à l'Organisation des Nations Unies? 27. Bon, oubliez la question. Il y a combien de pays qui sont membres de l'Union européenne? 27. Qui peut me citer 10 pays membres de l'Union européenne? La France, la Belgique. Mali chintanga mbara sopo potum yama kuna tene kane wala bongo funu na don yama kosara chintanga mbara sopo potum yama kuna tene kane na bongo kane potum yama kuna Mali chintanga mbara sopo potum yama kuna tene kane wala bongo funu na don yama kosara Je m'appelle Sylvain Caron, j'habite Carignon, à côté de Mons. Je m'appelle Yann. Tu viens d'où? Beauvau. Je m'appelle Antoine Torboise, je viens de Catillon, sur Sambre, dans le Nord. Ophélie, je viens de Binche. Je m'appelle Cornelie Stéphanie, j'ai 18 ans. Donc justement, quels sont les objectifs de notre projet Transform? Le premier, favoriser la rencontre de jeunes au-delà de la frontière et l'enrichissement mutuel. Le deuxième objectif, sensibiliser aux problématiques d'immigration internationale. Réfléchir ensemble à la question de la mobilité professionnelle. Et enfin, produire un message commun qui sera diffusé auprès d'autres jeunes. Donc là, vous allez devoir aller chercher votre double. Et une fois que vous aurez trouvé votre double, vous aurez 3 minutes, montre en main, pour essayer d'en apprendre le plus possible sur la personne en face de vous. D'accord? Donc vous pouvez lui demander de quelle couleur est son chat ou quelle est sa couleur. C'est vous qui voyez. Et je veux également que vous trouviez un point commun. D'accord? Une fois ces 3 minutes écoulées, on se remettra tous ici. Donc j'aimerais bien qu'on forme un cercle pour que ce soit plus convivial, pour qu'on se voit. Et vous allez nous présenter votre binôme. D'accord? Vous allez faire sa présentation. Il s'appelle Michel, il a 16 ans, il fait du poney. D'accord? Et notre point commun, c'est qu'on adore le chocolat ou ce que vous voulez. D'accord? Tu vois à peu près les sens dont je parle? Sur Voisin ou c'est Crivrin? Ça dépend. Je sais plus. C'est une petite pompe à essence juste à la frontière. Chez Denis. Pompe à essence Denis, oui, c'est ce que je te dis. Donc c'est vraiment, c'est pas loin de chez moi tout à fait. Donc tu connais, on a déjà un point commun, tu connais un peu parce que moi je me rends là-bas également. Il a 15 ans. Son sport c'est la course. Plus tard, il veut reprendre une boulangerie. Il habite tout près de Mons. Il s'appelle Bastien, il a 15 ans, il aime la nature, la chasse et la pêche. Notre point commun c'est la musique et voilà. Oh, je suis Et il aime bien jouer à la console. Merci Clément. Vas-y à toi. Bon il s'appelle Clément, il a 15 ans, il joue aussi à la console, il aime bien le foot. Notre point commun c'est qu'on est petits tous les deux. La première fois qu'on a été, j'ai bien aimé le contexte et tout.
comment voir que c'est complètement différent, ils réagissent différemment, mais on est tous pareils, quoi. C'est pas parce qu'on a nos différences que voilà, on s'entend pas. Pour moi, je trouve que c'est un bon projet, quoi, de se réunir et tout, parler ensemble, faire des activités ensemble. Mais si on apprend à se connaître les différences de l'un, de l'autre, enfin moi j'apprécie, quoi. Dans l'exercice, vous allez devoir écrire tout ce qui vous semble typique de l'autre, de l'étranger, mais aussi de vous-même, de votre nationalité. D'accord? On vous donne 10 minutes pour ça, 5-10 minutes, chacun dans votre coin, et après, on rassemble. D'accord? Donc je vais vous demander à un groupe de se mettre là-bas dans le fond, le groupe belge ou le groupe français, ça m'est égal, et un groupe ici, et je vous passe les silhouettes. Gad Elmaleh. Non, leur plaque d'immatriculation. Il respecte pas les règles. Il n'y a pas que, t'inquiète pas. Ils roulent comme des fous sur la route. Tu marques que de poisson. C'est vrai. Tu m'étonnes, il n'y a jamais de bouchon. Scène. Roule vite. Petit pays. François Damien. Europe. DSK, climat, plage chez Momo. Après il y a bloc voiture, musique, département, chômage. Bah merci. Pourquoi? Ça, vous y réfléchissez un petit groupe, vous préparez 2-3 réponses, après on va les partager. Vous pouvez essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'on a au tableau. Est-ce que je connais quelqu'un comme Maurice ou comme Jacqueline? Est-ce que ça m'évoque des personnes de mon entourage? Et est-ce que moi-même, je me reconnais? Est-ce que je me reconnais, moi, française, moi, belge, dans ces deux personnages? Aujourd'hui, ce qui m'a interpellée, c'est que pour moi, qu'on soit belge, français, il n'a pas de différence. Il n'a pas à juger les gens, ni avoir des préjugés. S'ils veulent voir quelque chose de chez nous, ils sont les bienvenus. Comme nous, on doit le faire pour chez eux, quoi. Marcotti est arrivé en Belgique à l'âge de 2 ans. Elle a été adoptée par une famille belge. Voilà que Marcotti fait des études pour pouvoir être infirmière. Elle est en dernière année. Elle doit faire son stage. Marcotti doit choisir une entreprise hospitalière auprès de laquelle elle pourra réaliser son stage. Marcotti fait des lettres de candidature partout. Une fois, elle va se présenter dans un centre hospitalier. Dès qu'elle arrive, elle est reçue par la directrice des ressources humaines. La directrice des ressources humaines, à peine que Marcotti ait décliné son identité, dit oui, ben, nous avons une place de ménagère. Vous pouvez aller dans la pièce juste à côté. Quel lien pouvez-vous faire entre cette situation et Marcotti? Est-ce que vous avez appris ce matin? Une discrimination. Marcotti a été victime d'une discrimination. Mais quelle est la différence entre discrimination et préjugé? Oui, ça m'a étonné parce qu'au départ, je les croyais plus fermés que ça, en fait. Je les croyais plus avec des œillères, je les croyais plus... et pas forcément avec ces a priori-là, parce que bon, s'ouvrir aux autres, quand on ne connaît pas les autres, c'est difficile. Nous sommes contents et heureux de vous accueillir ici, à Saint-Guilain, dans notre établissement. On espère que tout se passera bien, on espère que vous y découvrirez des choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter, on est là pour les répondre. Et que, après tout, le but est que tout se passe correctement, dans une bonne entente. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Tout s'était correctement passé, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ce que j'ai retenu de la dernière fois, j'ai fait la connaissance avec l'agroéquipement que je ne connaissais pas, donc des élèves aussi, et qu'il y avait une seule fille dans cette filière qui s'appelle Tiffany. Voilà. Et j'envoie la balle. Ah, mais il faut l'attraper par contre. C'est comment ça? Michael, je m'appelle Michael.
Et j'ai appris qu'il y avait à l'école en Belgique, des pareils qu'en France. Je m'appelle Ophélie et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait beaucoup de préjugés entre les Français et les Belges. Et voilà. Je m'appelle Mathieu et ce que j'ai retenu, c'est certaines différences, certains points communs. Je m'appelle Lindsay et ce que j'ai retenu, c'est que je me suis vraiment bien amusée. J'ai vu les différences qu'on avait. Enfin, il y avait une différence, un préjugé entre nous. Je voudrais bien savoir comment ça marche ici à l'école. Je m'appelle Florent, la dernière fois je me suis bien amusé. Je m'appelle Sylvain et j'ai trouvé qu'il avait une bonne ambiance. Je m'appelle Cédric et j'adore jouer à la balle avec vous. Je m'appelle Dylan, la première visite qu'on a fait en France, j'ai bien aimé. Quoi ? Et comment j'espère que ça se passera bien aujourd'hui. Je m'appelle Bernard, mon nom de famille Yafal. Bernard, oui. Il y a quelques années, j'ai demandé mon papier de visa pour moi partir en Europe. J'ai attendu plusieurs mois avant de le recevoir. Oui. Mais il est refusé, donc il propose de partir en bateau. Donc j'ai eu beaucoup d'hésitation à venir en France. J'ai pris la décision d'aller prendre l'avion. Arrivé en Europe, à l'aéroport, les gendarmes m'interpellent et me contrôlent. Donc j'ai été choqué. Pourquoi moi et pas celui qui était devant moi? Mes papiers n'étaient pas bons. Je me suis fait mettre direct en prison. Quelques mois, son visa il est expiré, donc il refait des papiers pour en avoir un, mais c'est très lourd. Et ils me disent qu'il faut que je retourne dans mon pays parce que je voulais pas y retourner parce que je suis parti de là pour des raisons économiques. Suite à de bonnes rencontres, je me suis rendu compte que la Belgique était une belle terre d'accueil. De là, avec des gens d'un groupe qui m'ont aidé à faire mes papiers administratifs, on se retrouvait les soirs pour faire de la musique. Parfois, je rencontre encore un peu d'hostilité, toujours considéré comme un clandestin, mais je passe au-dessus car je me sens intégré dans ce gigantesque melting pot. Mes papiers faits, je suis resté avec ma femme, on s'était mariés, on a eu 3 enfants. Et ça m'a permis de rencontrer l'amour de ma vie. Ne fût-ce que le jeu m'a appris beaucoup de choses sur les immigrés, comment ils font pour vraiment le chemin qu'ils doivent faire pour venir dans notre pays. Celle-là m'a vraiment marqué, la deuxième, celle quand ils sont venus chez nous. Et qu'est-ce que tu retiens du chemin qu'ils doivent faire, de leur parcours? C'est très long. C'est très long. Et ils n'ont pas forcément leur papier. Parce que vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Vous vous rendez bien compte que on a commencé par analyser les frontières, voir en quoi consistent ces frontières-là. Vous tous, vous avez insisté sur le fait que on parle de frontières quand on traverse un pays. Vous avez écouté l'histoire de Sylvestre, l'histoire de Joseph. Vous avez écouté l'histoire de Nicolas. Vous avez écouté l'histoire de Bernard et l'histoire de Logan. Il y en a certains qui ont pris l'avion pour arriver. Il y a d'autres qui ont pris un bateau. En fait, un bateau, il voulait dire pirogue. Parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, les outils que nous utilisons pour nous déplacer varient d'une personne à l'autre. Et les raisons qui poussent les gens à bouger, ça varie aussi d'une personne à l'autre. Celui qui quitte un territoire pour aller vers un autre, il est en général perçu comme étant un migrant. Et pourtant, pour nous réunir aujourd'hui, il y a certains parmi vous qui ont traversé une frontière. L'être humain est par essence un migrancier. L'être humain a toujours bougé depuis la nuit des temps. Si nous voulons aller vers l'autre, ça veut dire qu'il faut déjà faire abstraction des barrières que nous faisons nous-mêmes dans notre propre tête. Est-ce que vous croyez qu'un être humain peut vivre tout seul?
Quel est pour vous l'apport que l'autre peut m'apporter? Le principal atout que l'autre peut m'apporter en tant qu'être humain? C'est l'amour. De l'amitié. De l'amitié. La joie de vivre. La joie de vivre. En fait, c'est l'autre qui me permet de dire je. Si je suis tout seul quelque part, je ne peux pas me synchroniser. Et pour savoir qui je suis, il faut bien que je me compare à l'autre. Donc c'est vraiment très important de comprendre que nous ne sommes pas tout seuls et qu'en allant au contact de l'autre, ça nous permet de nous enrichir, ça nous permet aussi d'apprendre d'autres choses. On a constaté qu'il y avait parfois beaucoup de points en commun, même au niveau de leur métier, puisqu'on avait des boulangers d'un côté et des agriculteurs de l'autre. Donc finalement, les liens sont déjà établis, mais ils ne sont pas réellement conscients. Et le fait de passer la frontière l'un dans l'autre faisait qu'on se rendait compte que l'autre existait. Et il fallait quelque chose de concret. Le fait de le dire ne suffisait pas. Il fallait réellement quelque chose de concret qui était la personne en face de soi pour se dire ah oui, tu existes et j'ai besoin de toi et on a besoin les uns des autres pour arriver au bout de ça. Donc on va répartir les 5 continents dans cette pièce, d'accord? On a l'Amérique latine, l'Asie et l'Océanie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur les 5 continents, en réfléchissant ensemble, selon les endroits où il y a plus ou moins d'habitants. D'accord? Donc s'il y a beaucoup d'habitants, par exemple en Europe, vous allez vous mettre beaucoup en Europe. Si selon vous, il y en a moins en Amérique latine, vous mettez juste 1 ou 2 personnes. D'accord? Vous devez représenter avec votre groupe la répartition des habitants sur la planète. Donc je vous laisse faire et puis après on en parle et puis on corrige. D'accord? Donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il en manque 11 en Asie, en Océanie. On les prend où? On les prend en Europe, on est d'accord. Allez les Européens, faut migrer. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce que c'est équilibré? Pas vraiment. Il n'y a pas forcément une chaise par personne sur chaque continent. Il y a des continents qui vont avoir beaucoup de richesses et des continents qui vont avoir très peu de richesses, mais ce n'est pas forcément les mêmes qui sont beaucoup peuplés. Donc je vous laisse 5 minutes pour placer vos chaises selon la répartition de la richesse sur les continents. On va juste corriger 2 ou 3 choses, mais vous avez globalement une vision assez juste de la répartition. À votre avis, à partir de quoi c'est calculé? De quelle richesse on parle? Alors les salaires, ça peut être pris en compte, mais de manière globale, on parle de quel type de richesse? Le PIB, ça vous dit quelque chose? Quoi? Produit intérieur brut. 10 sur 10. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre richesse que l'argent? Est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas d'autres moyens de vivre la vie idéale, votre idéal, que par l'argent et par l'économie de votre vie? Il y a l'amitié et l'amour. L'amitié et l'amour, c'est bon. Il y a l'amitié et l'amour. Merci pour cette réponse, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc l'amitié et l'amour, en quoi ça s'oppose à l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter vendre? On n'a pas? L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Merci les Américains. Est-ce qu'il y a des questions sur le petit jeu qu'on vient de faire? Non. Mesdames et messieurs, en vous remerciant les uns et les autres, messieurs les ministres de l'Union européenne et de beaucoup d'autres pays, et dans la diversité de vos responsabilités administratives, politiques, associatives, des organisations non gouvernementales, des experts, d'être ici ce matin et aujourd'hui. L'agriculture... Tous les plus grands experts étaient réunis lors de cette conférence qui mettait sur le devant de la scène l'agriculture et ses problèmes. Il y avait toujours cette même question qui revenait. Comment nourrir demain 9 milliards de personnes? To feed the world. Faut-il exporter des tomates? L'agriculteur africain doit vendre l'unique tonne de céréales qu'il produit annuellement au prix de 500 € s'il veut survivre. L'Européen qui produit beaucoup plus peut s'en sortir en vendant sa tonne à 200 €. Aux États-Unis, on y arrive pour 150 €. Mais au Brésil, l'agro-industrie peut le faire pour 60 €.
Mais comment ça se fait que les agriculteurs gagnent de moins en moins bien leur vie en vendant leurs produits? La réponse me semblait tellement évidente que je décidai d'aller à la rencontre des agriculteurs pour voir quel était le problème. Tous les coûts de production de chaque pays, faut qu'ils se ressemblent, il faut qu'ils fassent une moyenne globale. Comme ça, il n'y a pas d'indifférence. Il ne faut pas que ça soit absolument un pays qui produit plus que l'autre. On produit pas tout le monde pareil. Ouais. Donc il faut une égalité dans la production et dans le prix du produit aussi. Production et prix du produit. Okay. En tant qu'agriculteur, est-ce que vous pourriez, par exemple, est-ce que vous êtes perçu, est-ce que vous vous représentez, vous vous définissez comme un acteur économique ou politique? Voire les deux. Économique. Vous ne vous voyez pas comme un acteur politique. Un acteur politique pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un examen pour pouvoir devenir ministre? Il faut passer un examen? Oui? Il faut avoir un diplôme, non? Il faut avoir un diplôme pour être un homme politique. Je sais pas, sûrement. Non. Est-ce normal que celui qui habite Roubaix va aller acheter sa baguette à 2 € alors que aussi ça coûte 1,30 €? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir lutter contre ça? Si tu ne sais pas, ça veut dire que ton portefeuille va s'alléger jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Si tu ne peux pas agir contre ça. Oui, attends, je ne veux pas agir en ta place. Ah, je sais. C'est toi qui vas acheter la baguette. Voilà. Il faut aller à la campagne. Ah, tu préfères alors déménager pour aller à la campagne là où ça coûte moins cher? Bah oui. Que de pouvoir résister et faire en sorte que le prix qui est pratiqué en campagne puisse être le même en ville. Un jour, les campagnes vont être touchées. Ils vont être touchés. Comment? Les campagnes, ils seront touchés un jour. Donc tu préfères alors attendre que la situation pourrisse jusqu'à ce que... Non mais attends, c'est ce que tu viens de dire. Ah non. Attends, on va pas dire ce que tu viens de dire. On va pas dire au boulanger de baisser son prix. Le boulanger, il gagne quand même un revenu quand même pour lui vivre. Oui, je ne dis pas qu'il ne doit pas vivre de son métier. Ça ne part pas que de lui. Ah, voilà. Ah, ça commence à être intéressant là. Parce que par exemple, quand on va en ville, rien que le loyer d'un magasin, d'un fonds de commerce, c'est peut-être 10 fois plus cher que... Voilà, donc ça devient intéressant. Donc ça veut dire que quelque part, alors que toi tu produis de la tomate, jusqu'à ce que la tomate arrive dans la casserole de quelqu'un, il faut savoir qu'il y a peut-être des choses qui se passent entre-temps. Mais seulement, on a vu dans le reportage que finalement, ce que l'agriculteur lui produit, c'est 7% de ce prix qui revient à l'agriculteur. Mais et le reste, ça va où? Sur tous les fonds. Mais alors, il faut agir là-dessus. Est-ce que c'est normal? Il faudrait faire de la vente directe. Voilà. Ça devient intéressant là. Donc tu vois bien que tu peux agir là-dessus. Il n'y a pas que l'économique et le politique. Tu vois bien que toi, tout seul, à ton niveau, déjà, tu peux agir là-dessus. Et pas attendre nécessairement qu'un président ou un ministre débarque pour pouvoir agir là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, et c'est un objectif important pour les enseignants, c'est de faire de nos jeunes des citoyens de demain, des citoyens européens, des citoyens actifs, solidaires, des gens responsables. Et j'ai trouvé que les faire réfléchir sur des thèmes comme cela, ça a réellement contribué à cela. Et c'est vraiment en cela que j'ai trouvé cette activité intéressante. Faut-il produire plus pour résoudre le problème de la faim dans le monde? Ici, c'est non. Non, c'est oui. Alors, je suis d'accord avec ça, il faut produire plus. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Si on produit pas plus, après il y aura des gens qui vont mourir de faim. Écoutez. Ouais, mais si tu produis plus, ça sera toujours le même prix. Ça sera toujours aussi cher. L'objectif de l'exercice, c'est que vous ramenez les gens soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc il faut vous battre un peu là. Mais si on produit moins, si on produit pas plus, les gens là-bas vont... Si on produit pas plus, il y aura des gens dans le monde qui vont mourir. Alors je reprends. Est-ce qu'il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde? Là-bas c'est oui. Il y a assez de nourriture. Vous vous dites non parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc le problème c'est quoi? Il faut partager. Il faut mieux répartir.
Pour répartir les prix. Ou on produit plus. On produit plus pour en donner. Faut mieux répartir les systèmes de production. À des endroits on produit trop. Ah oui, Non, non. Mais parce que non. Mais non. Mais vous dites pour le futur, on sera dans 9 milliards. Mais Non, je parlais de maintenant. Ouais. Nous sommes 7 milliards. Ouais, faut mieux répartir, mais il faudrait quand même produire plus. Même si on répartit, il n'y aura jamais assez. Ah bah Il y a donc toi trop tu de es pays. là alors. Pardon? Si on répartit, il n'y en aura jamais assez. Ah, Donc tu repasses pas. Tu donnes des arguments là. Vous avez déjà attrapé là. On continue. En ayant plus de production, ça marchera, vu qu'il y en a qui gagnent moins d'1 € par jour. C'est pas que moins d'1 € qu'ils peuvent acheter, donc il faut répartir pour qu'ils gagnent plus d'argent et puissent acheter leur nourriture. Je vous présente Tombé Camara. Je suis mauritanien de la région de l'Est, appelée le Guidimara. Et mon village natal, c'est Mbediasara. Je suis né en 1967. Je suis sûr que vous allez me demander quel jour et quel mois, je ne sais pas. Mes parents ne savent pas lire ni écrire, donc c'est juste l'année de naissance qu'on m'a donnée. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'immigrer? Ça, c'est une très bonne question. Dans un premier temps, j'ai immigré comme tout migrant. Dire que là, je vais aller à l'aventure, chercher de la fortune et ramener chez moi. J'avais un visa Schengen que j'avais pas su l'utiliser comme il faut. Mais j'ai arrivé en Espagne, je suis passé par Las Palmas et de là-bas j'ai pris un autre vol pour Barcelone et de Barcelone j'ai pris un bus de nuit vers la frontière Hendaye. Mais de Hendaye Espagne à Hendaye France, j'ai traversé la frontière à bord d'une coffre de voiture. Dans un coffre de voiture? Oui, on était 3 dedans. Une grande voiture? Une Renault 5. Wow. 3 dans le coffre de Renault 5? Oui. Wow. On n'a même pas fait 3 minutes dedans. Après, on nous dit, sortez, la gare est là. En sortant de ce coffre, on voit le TGV arrêté. On nous dit, allez-y. À l'angle comme ça, vous allez trouver quelqu'un qui va vous remettre vos billets. On a dépassé l'angle, il nous remet les billets. On nous dit, rentrez par là, c'est là votre voiture. Il était 17h17. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais te demander, c'était qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les témoignages que tu as eu aujourd'hui? C'est que il a fait beaucoup de voyages, il a dû faire de longues routes. Il est pas trop mal ici, mais qui veut surtout empêcher les jeunes de là-bas de venir parce que c'est trop dur. Comme il a galéré 7 ans, pour lui, c'est pas une vie. Quand les jeunes ont commencé à me poser des questions sur comment est la France, comment on trouve du travail, comment on est régularisé, comment on mange, où on habite, est-ce que c'est beaucoup plus confortable ici. Quand je me suis mis à expliquer que moi j'ai dormi 3 ans sous un lit, mon père m'a grondé, il m'a dit pourquoi tu expliques ça. Et tous ceux qui sont partis en Espagne à travers des bateaux qu'ils ont fabriqués, soit en passant par Ceuta et Melilla ou entre Nouadhibou et la porte de Ventura en Espagne, ils sont tous là aujourd'hui. Tous là aujourd'hui. Dans une salle comme ça, on peut trouver 10 à 15 jeunes dormir par terre, sous les lits, dans les couloirs du foyer. Et à chaque fois que je me retrouve avec eux, je leur explique, je vous ai prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté, aujourd'hui vous avez vu. Et ça, ils se rendent compte, mais c'est trop tard.
Ils ne peuvent plus retourner. Même si on leur donne les moyens aujourd'hui, rentrer, ils ne peuvent pas. Parce que sinon, ils seront rejetés. Vos parents, vos grands frères ont été là-bas, ils ont supporté la même souffrance. Aujourd'hui, vous partez, vous dites que vous ne pouvez pas supporter ça, vous êtes des vauriens. Donc ils sont obligés de rester là le temps qu'il faut, espérant qu'un jour leur situation va s'améliorer. Mais est-ce que ça va s'améliorer? Tu ressens quoi par rapport à cet homme-là? Du courage, qu'il a donné du courage pour s'en sortir. Puis que maintenant, il gagne sa vie tous les mois, il envoie des sous à sa famille tous les mois, puis elle arrive à vivre grâce à lui, quoi. Déjà, on ne peut pas circuler librement, aller où on veut, on ne peut pas aller dans des endroits où on peut trouver tout le monde. On peut prendre plaisir, par exemple, au cinéma ou en boîte de nuit, parce qu'on a peur quand il y a des conflits et qu'il y a la police, donc on a toujours peur d'être contrôlé. Le fait même de trouver un endroit pour dormir, ça c'est pas facile, même pour aujourd'hui ceux qui sont en situation régulière. Et pour manger, ça aussi c'est pas facile, mais sauf que nous, dans notre communauté, on a quand même pu instaurer quelque chose qui permet à chacun de nous de pouvoir manger le soir, pas à midi, mais le soir. Mais on ne peut pas obtenir comme ça sans préparer. Seules les études préparent les hommes de demain, quoi. Et c'est vous les hommes de demain. Mais ça, il faut le préparer. Ça, c'est un Africain qui vous dit ça. Et vous savez que j'ai raison.